Bon, les gars, il fait affreusement chaud. Je suis en fit avec le ventilateur de mon ordinateur. Je sais pas si vous allez l'entendre dans cet épisode. Il est fait un vrombissement absolument terrible. Mais c'est pas grave, parce que je suis aussi en fit avec mon comparse de toujours. Que dis-je, mon comparse? Mon maître, mon modèle, dont je ne suis que l'humble disciple. J'ai nommé le grand, le merveilleux Mos Maiorum. Comment ça va, Mos? Eh ben ça va, je suis en train de suffoquer à peu près autant que toi, peut-être même encore plus que toi, parce que je suis sous les toits et que l'ardoise a accumulé une chaleur, une capacité thermique massique phénoménale qui est en train de se dégager petit à petit sur mon corps, tu vois, et voilà, bref, c'est horrible. Donc tu te dessèches, ok. Exactement. Ok. Bon, alors est-ce que pour essayer d'enregistrer un podcast avant la fin du monde, avant le réchauffement climatique global, est-ce qu'on pourrait accueillir notre invité du jour? Un invité qui est très frais, je précise. Oui, c'est ça, exactement. Un invité mais qu'on a déjà reçu parce qu'on t'avait reçu au tout début du podcast. Donc tu rejoins le cercle fermé des gens qui sont venus 2 fois dans le podcast. Comment ça va, Victor? Ça va très bien, merci beaucoup. Eh bien écoute, Victor Di Donatellis, le traducteur des Noces de Terre, qui sort son premier roman à la Giberne. Ça s'appelle Rolf, ça vient de paraître. Si vous écoutez ce podcast, c'est sorti. Vous avez l'épisode de lancement, vous avez toutes les infos sur la maison. Et aujourd'hui, on avait envie un peu d'en parler, de présenter un peu le projet, mais surtout de creuser un peu une thématique féconde en matière de littérature, qui est très liée justement au roman et au sujet qu'il aborde, qui est celle de la dynamique entre le maître et son élève, de la dynamique de l'apprentissage, de la mise sous tutorat, dirons-nous. Est-ce que ce sujet va hyper notre Mos Maiorum national? Je pose la question. Bah, le voyage initiatique, ça me hype, et la découverte de soi par la perspective d'avoir un maître, bien sûr que ça me hype, évidemment. Nous sommes tous les humbles disciples des milliers de géants qui nous précèdent, que ce soit Sénèque, que ce soit Thucydide, que ce soit Xénophon, on l'avait pas encore cité. Putain, Ayn Rand peut-être. Ou Ayn Rand. Bah, non, mais bien sûr, mais évidemment. Moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'à chaque podcast maintenant, il y a 2 mecs en commentaire qui s'amusent à relever toutes les fois où toi tu dis Xénophon et moi je dis Ayn Rand, et ils mettent les timers dans la vidéo. Voilà, donc big up à eux. Ils n'auront pas eu à attendre très longtemps. Là, je crois qu'on en est à 5 minutes de podcast. On a déjà droppé les 2 noms, donc c'est magnifique. Voilà. Est-ce que Victor, toi aussi, tu es hypé par ce sujet? J'imagine que oui, puisque tu en as quand même fait un roman. Oui, tout à fait. Je suis vraiment hypé par le sujet, en effet. Ok. Est-ce que tu as envie de te présenter peut-être un peu pour les auditeurs qui auraient raté? Je crois que c'était dans l'épisode 3 que tu étais déjà passé. Et peut-être que tu as aussi envie de présenter un peu Rolf, de le pitcher, comme on dit, pour ceux qui seraient passés à côté de l'épisode de lancement, qui n'auraient pas encore eu le temps de l'écouter. Ok. Alors, je m'appelle Victor Di Donatellis. J'ai eu une carrière un petit peu variée. Donc j'ai pu œuvrer dans la biologie et étudier les requins carrément aux Bahamas. J'ai eu cette chance-là à faire ça un moment de ma vie. J'ai vécu en Chine. J'ai travaillé dans le cinéma. J'ai été storyboarder dans le cinéma. Ça a été très intéressant. J'ai travaillé dans l'industrie. J'ai travaillé dans le monde académique. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir voyager et de faire des activités diverses et qui étaient tout à fait compatibles avec une lecture assidue. Et qui m'a nourri comme toutes les personnes qui ont souvent un bouquin dans le sac à dos. Et ça m'a amené à élaborer, comme toutes les personnes qui lisent beaucoup, on se dit pourquoi est-ce que j'essaierais pas de me mesurer aux géants et d'essayer de créer ma petite production personnelle. Et donc j'y suis arrivé humblement avec d'abord la traduction des Noces de Terre. Et pendant que j'écrivais ou que je traduisais les Noces de Terre en essayant de l'adapter au mieux, j'avais le roman Rolf que j'avais en tête et pour lequel il y avait un principe stylistique qui était assez proche de celui des Noces de Terre. Est-ce que tu avais commencé le roman Rolf avant la traduction, ou est-ce que c'est vraiment la traduction qui t'a motivé pour entre guillemets adapter ce processus à tes propres productions? Non, Rolf était antérieur dans sa construction, il était antérieur aux Noces de Terre. D'accord. Mais sa rédaction a été un petit peu en décalage après celle des Noces de Terre, puisque par les Noces de Terre, j'ai trouvé le style. Donc c'est un élément que j'ai évoqué avec toi, le Hussard, lors de notre interview récente. Sur la chaîne secondaire, abonnez-vous. Sur la chaîne secondaire, tout à fait, où je me permets juste de préciser ces points-là. J'ai un objectif, c'est que si Céline a eu le génie de mettre le langage parlé dans le langage écrit,
je me suis donné pour ambition d'essayer de mettre le langage pensé dans le langage écrit. Ambition un petit peu en décalage par rapport à Céline, mais qui s'en inspire largement. Et en fait, c'est en écrivant Les Noces de Terre que je me suis dit que c'était peut-être la bonne approche pour essayer de donner vie à Rolf. Voilà pour l'intro. Est-ce que tu veux que je pitche un petit peu Rolf ? Alors, on peut peut-être le faire, mais histoire de pas faire trop patienter les gens, on peut peut-être lancer un petit générique juste avant. Qu'est-ce que t'en penses, Moss ? Ah bah oui, si ça fait en plus rager les 3 commentateurs, allons-y. Ouais. Allez, c'est parti, générique. Bon, maintenant que le générique est passé, est-ce que tu pourrais nous pitcher Rolf ? Et si tu le pitches mal, je relance un générique. Voilà, histoire de bien montrer aux gens qu'on les respecte pas. Tu me coupes l'herbe sous le pied parce que j'allais te proposer de relancer un générique avant. Mais, ah d'accord. Mais pas de soucis. Bon allez, regénérique. Bon maintenant que c'est fait, est-ce que tu veux bien nous pitcher Rolf ? D'accord, bon, j'avoue hésiter à pousser la blague plus loin, mais je vais pas le faire. Non, on va arrêter, ce sera pour un prochain podcast. En fait donc, on fera un épisode qui s'appellera générique, et on mettra que le générique pendant 1h30 en fait. Bah, de toute façon, déjà cet épisode est le record du nombre de génériques dans un épisode, je pense. Donc, alors, Rolf est un livre qui est écrit à la première personne. On est dans la tête d'un jeune homme qui est un résident d'hôpital psychiatrique, qui est une personne qui est atteinte d'un autisme un petit peu particulier, un petit peu lourd, et qui a le quotidien qu'on imagine d'une personne qui est dans un asile, et qui voit débarquer des infirmiers qui suent en portant un espèce de colosse d'une 60aine d'années, bardé de cicatrices, avec des yeux verrons, une grosse barbe et surtout un énorme bâillon, et alors ce personnage est sanglé et il l'enferme dans une chambre et il voit qu'il développe un système de sécurité un petit peu disproportionné par rapport à ce qu'il voit habituellement. Oui, parce que c'est le seul patient qui n'a pas le droit d'interagir avec les autres patients de l'asile, alors que même qu'il n'a pas l'air de représenter directement une menace. Alors il est certes très fort, etc., mais il n'a pas l'air d'être vindicatif particulièrement. Tout à fait, il est d'un calme absolu, d'un calme olympien, et donc le protagoniste principal, ce jeune homme, est totalement fasciné par ce nouvel arrivant, qui est en fait le grand bouleversement de son quotidien, qui est quand même très plat finalement, qui se passe entre 2 activités de groupe et des programmes télé pour enfants finalement. Et en fait, il essaie d'en savoir davantage, mais toutes les portes lui sont bloquées. Et finalement, il arrive à entendre la voix de ce personnage qui a l'air de passer à travers le mur, et il se demande même s'il l'invente pas dans sa tête. On précise que c'est la voix qui passe à travers le mur, pas le personnage, hein, parce que sinon on va avoir un petit problème. C'est pas le passe-muraille, quoi. C'est pas le passe-muraille, exactement. Tout à fait, vous avez bien fait de me reprendre. Et donc, et cette voix semble l'inviter à l'aider à se libérer. Chose qu'il va essayer de faire, et en fait ils vont quand même parvenir à se retrouver, à se libérer. Et là il y a une sorte de patronage qui va se faire, et un tandem va se créer sur plusieurs années, où il va y avoir un véritable développement des 2 personnages s'influençant mutuellement. Je vais pas un peu plus loin parce qu'il y a toute l'intrigue tourne autour un peu de ça. Il y a quand même des choses très importantes à dire. Déjà, c'est que pourquoi ce personnage est du vieux est bâillonné. Il est bâillonné parce qu'en fait, il s'avère qu'il a un pouvoir tout à fait rationnel de persuasion sur les gens, où il est capable de leur expliquer par A plus B de manière très posée et très circonstanciée pourquoi leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais c'est pas, il les incite pas au suicide ou au malheur ou quoi que ce soit. Il leur explique à quel point la vie est nulle. Et en fait, les gens ont tendance après à partir complètement en vrille et passer à l'acte. À passer à l'acte, exactement. Et donc en fait, il représente une menace à cause de ça. Et pourquoi le narrateur n'est pas influencé par ça? Parce qu'il est entre guillemets trop bête pour ça. Il est trop handicapé parce qu'il a des troubles autistiques. Qui d'ailleurs se résorbe un peu au fur et à mesure du livre, mais il en gardera toujours quelque chose. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il commence à se passer quand même des phénomènes à la limite du paranormal.
paranormal, un peu ambiance limite Lovecraft quoi, dans le quotidien des personnages. Bon, il y a des gens qui commencent à mettre fin à leur jour ou à avoir des comportements bizarres, et puis tout simplement il se passe que le vieux, il s'appelle, que tout le monde appelle Rolf, d'où le nom du roman, il a quand même une capacité assez étrange à savoir tout ce qui va lui arriver très précisément à un instant T, même tout ce qui va se passer autour de lui, comme s'il était capable de prévoir toutes les probabilités du monde et de dire bah ça là il y a une fenêtre qui va claquer à gauche, là il y a un passant, enfin, c'est Truman Show quoi, le mec il peut prédire qu'il y a un mec avec un bac à fleurs qui va passer derrière lui quoi, et en fait tous ces éléments là s'expliquent par une cascade de rebondissements qui interviennent à partir de la fin du premier tiers de l'histoire. Voilà, donc on va pas là peut-être qu'on va s'arrêter de gâcher, divulgacher l'intrigue, mais je pense qu'il faut bien poser ce cadre-là parce que c'est un thriller psychologico-lovecraftiano nietzschéen, dirons-nous, qui a quand même beaucoup de choses à montrer au lecteur au fur et à mesure, quoi, avec une espèce de cascade d'événements. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Alors, je suis tout à fait d'accord. Je vais donner quelques précisions pour essayer aussi de donner le ton qui voulait être mis. J'espère que les lecteurs le ressentiront. Bah, d'une part, un point de détail, c'est que Rolf est la première personne attristée de ce qu'il produit. Donc, ouais, il produit des choses, mais il le regrette. Mais ouais. Pourtant, il le produit. En fait, on dirait un monstre qui est très triste de sa condition de monstre. En fait, c'est finalement dans une espèce de position très ingrate qu'il a l'air de se mouvoir et d'arriver à se repérer. Exactement. C'est un peu Elephant Man, quoi. Oui, tout à fait. Il y a un peu de ça. Alors, on a essayé de mettre du Dostoïevski dedans avec le rapport à la morale et à la culpabilité. Tout à fait. Donc je me suis clairement inspiré de Crime et Châtiment. Enfin, il y avait vraiment des choses qui. Il y a du Steinbeck aussi. On en a jamais trop parlé toi et moi, mais je trouve qu'il y a vraiment du Steinbeck dans ce bouquin. Je me suis fait la réflexion encore l'autre jour en relisant les premières copies que j'ai reçues. Je me suis dit putain, mais c'est vraiment impressionnant à quel point il y en a quoi. Oui, alors je suis d'accord, je suis d'accord. Après moi, Steinbeck, ça m'a toujours touché, le fait que dans Les Noces de Terre, on parle aussi des petits, des gens qui sur lesquels la société repose, mais ne met jamais au pinacle. On retrouve un peu quand même la patte de Steinbeck. Donc là-dessus, je reviens sur Rolf. Donc là-dessus, il y a un peu une réflexion sur la morale et la culpabilité. Et un élément que tu n'as pas dit, et je pense que pour les auditeurs, ça peut être intéressant, outre le fait qu'il y aura une sorte de tropisme autour de Napoléon, le personnage de Napoléon, ça, qui fait sens dans l'histoire. L'autre élément, c'est qu'il y a un rapport particulier à la religion, qui se veut, alors là encore, ce seront aux lecteurs de dire si c'est le cas ou pas, qui se veut très nuancé et surtout pas, comment dirais-je, caricatural. Non, tout à fait. Tout à fait, c'est pas un livre ni prosélyte, ni athée, ni d'une chapelle ou d'une autre, d'une confession ou d'une autre. C'est vraiment un livre qui interroge sur la transcendance et sur le millénarisme. Voilà, pour utiliser deux mots compliqués que nos plus jeunes auditeurs devront googler pour comprendre. Voilà. Non, mais c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Enfin, c'est l'objectif de l'ouvrage. Ouais, bon bah écoute, on espère que ça plaira aux gens et effectivement comme on l'a évoqué, il y a toute une dynamique qui se met en place entre donc Rolf et le narrateur, dynamique de comment dire, il va le prendre sous son aile, il va le confronter au monde, l'emmener parfois profiter de petits plaisirs simples du monde comme boire un verre en terrasse, et puis aussi le former sur des choses beaucoup plus complexes, philosophiques, mystiques, d'appréciation de la nature, des choses comme ça. Alors je sais que c'est des thématiques qui peuvent beaucoup te parler, Victor, mais j'aimerais déjà demander à notre ami Mos Maiorum ce qu'il en pense et si peut-être lui il a des grands modèles à nous citer à part Xénophon, des gens à qui il aimerait pouvoir discuter. Voilà. Ah bah bien sûr, non mais évidemment bien sûr qu'il y a des tas de grands modèles. Enfin, je vais être honnête, déjà tous les auteurs qu'on traduit, c'est des modèles par certains aspects en fait. Enfin, c'est vrai. Bah, Thomas Sowell, il y a de quoi faire. Hein. En termes de vie, il est inspirant quoi. Thomas Sowell, ouais, incroyable son existence. Mais même tu prends quelqu'un comme Dalrymple, en fait, le simple fait qu'il ait réussi à passer des années à jongler à la fois sa pratique dans des prisons, dans des endroits peut-être un peu plus familiers de nos auditeurs qui sont les hôpitaux psychiatriques. C'est un peu moins pire que la prison. Et puis en fait, à côté de ça, d'avoir une peut-être pas, effectivement. Peut-être à côté de ça aussi, d'avoir une vie un petit peu d'influenceur dans le monde de la presse écrite, d'éditorialiste, de tout ça. Rien que cette capacité à cumuler plusieurs existences en parallèle, c'est incroyable. Après, bon, il y a des tas de gens qui ont réussi à faire ça. Hein. Si tu prends un mec comme Huysmans,
à la fois on va dire fonctionnaire le jour et puis auteur la nuit. Enfin, des auteurs comme ça, il y en a un paquet et je trouve que c'est vraiment des modèles en fait. Parce que... Tu dirais que Huysmans c'est un modèle pour toi? Parce que pour moi, Huysmans, je trouve que c'est un très bon romancier, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, je trouve que c'est plutôt un anti-modèle sur sa vie. C'est-à-dire que la vie qu'a menée Huysmans, c'est pas une définition de ce que je voudrais pas vivre, mais je trouve que c'est d'une médiocrité assez confondante, tu vois. Eh ben, je suis pas complètement d'accord parce que moi je trouve qu'il a une œuvre qui est relativement riche. Il y a des tas de choses qui sont dans ses textes qui sont au-delà du juste roman en fait, parce que ça a aussi été un critique d'art. Moi j'avais lu un de ses livres de critique d'art qui était vraiment très bon. Et il a eu une période un petit peu sulfureuse, ésotérique, tout ça. Mais derrière, il y a eu une rédemption en fait. Et donc rien que pour ça, je trouve qu'il a, en fait, non, c'est un gars qui a quand même vécu des choses. Même si je suis d'accord que ses personnages donnent souvent l'impression qu'il s'est pas passé grand chose, que c'est un peu plan-plan. Mais en vrai, il a quand même une existence riche et intéressante. Donc tu dirais que c'est un modèle pour toi, Huysmans? C'est pas mon modèle dans l'absolu, mais je veux dire, ça fait partie des gens. Oui, je me dis, tiens, bah quand même, il a réussi à avoir une sorte de vie multiple, d'explorer plein de choses en parallèle, et c'est intéressant. Enfin. Tu sais, j'ai appris une anecdote marrante l'autre jour. Alors, je sais pas si elle est vraie, mais c'est que Machiavel, quand il a écrit Le Prince, tu sais, il était en exil dans la campagne italienne, et en fait, il arrivait apparemment pas à écrire le soir, et en fait, il mettait ses plus beaux habits, il faisait dresser une table. Et il faisait comme s'il allait manger avec Tite-Live. Et en fait, il discutait avec Tite-Live, sauf que bon, bah, Tite-Live était pas là, tu vois. Mais en fait, il avait lu Tite-Live toute la journée et il discutait avec lui le soir. Et en fait, ça l'inspirait pour après écrire ses textes et écrire ses réflexions et nourrir sa pensée. Voilà, donc je sais, j'ai envie de vous poser un peu, messieurs, là, une question un peu traditionnelle, un peu tarte à la crème qu'on entend parfois. C'est si vous pouviez inviter, allez, 3 personnes maximum à table avec vous pour un dîner, quels sont les 3 mentors que vous choisiriez? Je vais laisser. Vous ne pouvez pas les empoisonner. Je vais te laisser commencer parce que j'ai peur de pas trouver tout de suite. Attends, je réfléchis. Vas-y. Alors bah Victor, est-ce que tu as une piste? Oui, moi le premier ce serait Cincinnatus. Ah, très très bon choix. Très très bon choix, ouais. Très underground, mais bien. Non, mais Dieu sait que la France a besoin d'un Cincinnatus très très vite. Ça tombe bien, il est en train de parler présentement sur ce podcast. Vous inquiétez pas, j'arrive. Parce que pour moi, c'est un des hommes les plus remarquables que l'histoire nous ait donné, enfin, ou du moins pour lequel on a encore une mémoire. Si vraiment les textes disent vrai, ce monsieur était remarquable. Autour de la table, en deuxième, je pense qu'il y aurait Hannibal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains autour de la table, mais d'accord, très bien. Et en troisième, je pense qu'il y aurait Hemingway. Ah putain. Ah ouais, le grand saut. Non, mais en fait, après, j'ai une affection particulière pour Hemingway, c'est que il a un courage que les autres n'ont pas. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la guerre, lui il y est allé. Ouais. On pourrait dire ça de Barbus, hein, par exemple aussi. Tout à fait. On pourrait dire ça de Céline, on pourrait dire ça de Romain Gary même, hein, on pourrait dire ça de beaucoup de gens finalement, de questions. Non, bien sûr. Mais après, moi j'ai eu, comme je l'ai dit au début de podcast, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une vie riche et j'ai pu, par exemple, aux Bahamas étudier les requins. Sur l'île de Bimini, où j'ai résidé, il y a la chambre dans laquelle il a résidé, où il a pêché le mako. Il a pêché un mako qui est le requin qu'il décrit dans Le vieil homme et la mer. Et donc j'ai pu voir là-bas, c'est devenu un musée, et en fait on peut voir là-bas l'endroit où il faisait aussi des entraînements de boxe. D'accord, ouais. Et en fait Hemingway, je trouve qu'il, outre sa vie, dans ses activités, il recoupe des tas de choses que je trouve intéressantes, et même comme il a fini, la fin tragique qu'il s'est donnée, je trouve que ça lui donne une dimension un peu dingue qui fait que j'aimerais bien être à table avec lui et poser quelques questions. Je pense que je serais tout à fait intéressé d'écouter ses réponses. Ouais, il faudrait qu'il soit pas trop bourré hein, par contre, parce que je pense que Hemingway, il y a aussi un gros aspect. Alors il y a alcool, et puis sur la fin, justement tu l'as dit, il a commis l'irréparable à la fin parce qu'il souffrait. Il y avait une maladie dégénérative, et il y avait à mon avis des cocktails alcool anxiolytiques, si tu veux, qui devaient se mélanger dans des proportions post-industrielles. Donc ça devait être absolument terrible. Donc moi j'ai donné mes 3, à vous messieurs.
Écoute, Moss, on t'écoute. Alors, moi, je réfléchis. En fait, je pense que c'est compliqué, là, ce que tu me demandes. Je pense que c'est pas compliqué. T'en donnes 3 que t'aimes bien, et c'est pas grave, si tu veux, on fera un erratum au prochain podcast, et tu t'en donneras 3 autres. Et c'est justement ça qui est drôle, tu vois. En fait, donc tu disais Houellebecq et qui ? Je pense que ça serait intéressant d'avoir des profils très différents, en réalité. Ouais, ça serait intéressant d'avoir un militaire, un philosophe et, je sais pas, un homme de foi, par exemple. Et j'ai un peu, tu vois, j'ai réfléchi comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, en militaire, qui j'aimerais bien avoir, bah, je pense Alexandre le Grand, c'est quand même... J'ai cru que t'allais dire Xénophon. Ah bah non. Pour une fois, tu vois. Okay, Alexandre le Grand, c'est vrai que directement tu prends l'équipe A, quoi. Bah oui. Il faut tout de suite boxer en première division. Et puis après, en philosophe, je pense, honnêtement, Chesterton fait partie des philosophes que je trouve les plus inspirants. Je peux le comprendre. Et je pense que c'est pour être vraiment plongé dans ce qu'il écrit et tout, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine gourmandise dans sa manière d'employer la langue, en fait. Et rien que ça donne envie de passer un moment avec lui. Et puis en choix un peu plus surprenant, je pense que je rajouterais bien Martin Luther à la table, parce que pour moi c'est un peu un des grands... Il va tout manger, hein, tel que la postérité l'a dépeint. T'es finito en termes de budget, hein. C'est un peu un des grands théologiens, c'est un des rares théologiens à avoir lu en parallèle à la fois la Bible, la Torah et le Coran, dans des capacités qui lui ont permis en fait d'avoir un avis sur les 3 religions monothéistes, avec vraiment une lecture de théologien. Et je pense que c'est assez rare, enfin je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de théologiens qui se soient à ce point-là élargis en termes de compréhension, et je pense que du coup ça peut donner quelqu'un de très agréable à entendre dans une discussion, surtout qu'en plus il avait une tendance à être assez passionné, assez motivé dans sa manière de parler, donc je pense que c'est un assez bon choix. Voilà, et toi le hussard, qui tu prends ? Alors moi c'est super intéressant parce que tu vois cette question j'ai quand même posée à pas mal de gens finalement, et depuis plusieurs années, et à chaque fois, putain c'est drôle parce que toi tu vois tu viens de me citer Martin Luther, et à chaque fois les gens me citent pas Jésus. Je sais pas pourquoi. J'y ai pensé aussi, je me suis dit non, je vais pas faire. Il y a des gens qui vont accuser de blasphème là. Attends, Jésus, j'ai dit 3 hommes. Jésus est aussi un homme, tu vois, même si t'es croyant et que tu considères que c'est le fils de Dieu, c'est aussi un homme, tu vois. Donc là, je suis bon d'un point de vue canonique. Bon, première chose. Deuxième chose, les gens vont le savoir, mais je veux Ayn Rand à la table. Parce que déjà, en fait, Ayn Rand étant athée, je veux une discussion entre Ayn Rand et Jésus, si tu veux. Ça, je pense que déjà là, on pourrait s'arrêter là pour la suite du truc. Bon. Et puis alors sur le 3e nom, bon, c'est tarte à la crème, je te le donne comme ça, mais je pense que Victor Hugo ce serait quand même le petit kiff là-dessus. Je pense qu'une discussion politique entre Ayn Rand et Victor Hugo, et une discussion théologique entre Jésus et Ayn Rand, je pense que j'ai pas besoin d'animer le repas en fait. Je peux les laisser se punchliner en araméen pendant tout le repas, et ce sera très bien, tu vois. Pourquoi t'invites pas Michel Foucault tant qu'à faire? Parce que si tu veux, j'aime bien conserver l'intégrité de mon anus en fait. J'ai des passions assez simples dans la vie, tu vois, c'est voilà. Bon alors messieurs, ceci étant dit, je comptais que vous me citiez un peu plus d'écrivains, parce que la grande question, il y a deux façons de voir le tutorat et la comment dire, le mentorat en littérature. C'est à la fois les auteurs qui nous ont formés, et puis à l'intérieur des œuvres les rapports de maître à disciple ou de maître à élève qui se sont mis en place. Bon, j'ai parlé de Steinbeck tout à l'heure, on pourrait parler des Souris et des Hommes. J'ai parlé de Victor Hugo, on pourrait tout à fait parler des Misérables, ou même de comment ça s'appelle, de 93 avec Gauvin et Simbourdin. Est-ce que vous avez des axes sur lesquels vous aimeriez bien partir? En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que la littérature offre plusieurs typologies de mentoring, de tutorat. Je ne sais pas quel verbiage utiliser, mais dans cette relation de maître à disciple, puisque mentoring et tutorat, c'est quand même des mots qui ne sont pas très beaux. Ouais, Néanmoins, tutorat est pourtant, selon moi, un peu comme, je reviens encore sur l'interview qu'on a eue récemment, le Hussard, c'est pour moi quand même quelque chose qui est assez parlant, puisque d'un point de vue botanique, le tutorat, c'est jamais qu'un morceau de bois qui a déjà terminé sa croissance, que tu mets à côté de quelque chose qui est en devenir, qui lui donne une direction. Et en fait, parfois, il peut prendre la mauvaise direction et tu peux lui donner un autre tuteur qui lui donne une autre direction. Donc là-dessus, je trouve que c'est pertinent, parce qu'à la fin, l'arbuste est plus grand que le tuteur qui le dominait pourtant à l'origine. Ouais. Et donc, et c'est en ça où je trouve que
ça casse un peu la conception très moderne de maître à disciple, où à la fin le disciple demeure le subordonné du maître et ne dépasse jamais le maître. Alors que dans le passé, en Grèce, quand Antisthène il voit arriver Diogène de Sinope, il accepte tout à fait et il veut que Diogène le dépasse. Au même titre qu'on peut parler de Socrate, Platon et Aristote, qui à chaque fois donnent une dimension autre ou plus grande, selon le fan club auquel on appartient, par rapport à son prédécesseur. Aujourd'hui, quand on parle de maître à disciple, on a l'impression qu'on est un subordonné, c'est pas agréable d'être qualifié de disciple. Alors qu'au contraire, je trouve que c'est assez sympa. Pour revenir à ce que je disais, il y a plusieurs relations. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que la littérature nous en offre plein. Et là, tu citais Victor Hugo. Moi, j'ai pensé pour préparer le podcast, je réfléchissais. Moi, je trouve intéressant que dans la littérature, parfois, on a la même personne qui, dans le même ouvrage, passe de disciple à maître. Ah, tu penses à quoi là, par exemple? Eh ben, moi, je pensais aux Misérables, parce que Jean Valjean, on a quand même l'abbé Myriel qui lui donne une énorme leçon de vie. Il est évêque, hein, calme-toi. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas regardé les grades. Ouais. Il y a donc le colonel. Voilà, le colonel Moutarde. Le colonel Moutarde. Donc, non mais, lui donne une leçon et lui donne une sorte de mentoring accéléré pour parler comme dans le monde de l'entreprise, où en fait il lui offre une voie de salut. Ouais, en fait, il lui fait une masterclass, hein. Il lui fait une formation dropshipping, là, c'est très très rapide. Et en fait, plus tard, Jean Valjean devient le mentor de Cosette sans pour autant calquer la méthode de l'évêque. Ah, et je trouve ça assez intéressant. Et en fait, moi, ça m'a rappelé le roman de Jonathan Livingstone, Le Goéland. Ah, je l'ai pas lu. Et il est super. Tu veux le pitcher vraiment en 10 secondes chrono pour les gens qui nous écoutent? Ah ouais, il est super court. Franchement, il doit faire 9 secondes, 8 secondes. Vas-y, dépêche-toi. Donc il doit faire 80 pages. La moitié des pages, c'est des photos. Donc c'est pour dire ça, pour les. C'est une brève. C'est un post LinkedIn en fait le truc. Et en fait, c'est un aviateur qui a écrit ça. C'est l'histoire d'un goéland qui veut dépasser sa condition de goéland, et dans le clan, lui, il va aller plus loin, il va aller plus vite, il veut voler mieux, il veut transcender ce qu'il fait, et à cause de ça, il se fait exclure de son clan parce que il va au-delà de ce que la tradition amène. Et en fait, ça l'amène à... Donc ça, c'est le premier chapitre. La deuxième partie, et ben en fait, cette transcendance l'amène à être banni, mais il rejoint des goélands qui ont eu l'illumination, et il commence à apprendre par eux. Dans la troisième partie, il revient dans son clan et il devient le mentor des goélands qui l'aident à passer aussi par cette transcendance qu'il a atteint. Et c'est assez chouette. Alors, c'est très vaporeux, donc je pense que chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Ça m'étonne pas. Déjà, quand t'as de la géopolitique de goéland, si tu veux, tu sens que et des images, le tout sur 80 pages, tu sens que ça doit être évanescent comme bouquin. Oui, c'est sûr. Mais quand on parle du tutorat et de l'aide à autrui, ce livre en est café, un peu comme en est café Le Nom de la Rose, par exemple. Ouais, tout à fait, je vois. C'est un bon exemple. Tout à fait. Quand on prend, c'est Guillaume de Baskerville. Non, c'est Guillaume. Je crois que c'est Guillaume. Oui, je crois que c'est Guillaume aussi. C'est Guillaume de Baskerville et Adso, donc qui est son disciple. Cette relation est super intéressante et elle est omniprésente. Je pense même peut-être que c'est l'axe principal de l'ouvrage. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est assez agréable. Sauf que l'effort de lecture n'est pas le même, parce que le Nom de la Rose, d'un strict point de vue culture générale, est un Himalaya. Ouais, c'est monstrueux. De toute façon, chez Umberto Eco, il y a toujours un plaisir aussi à perdre les gens. C'est très hugolien d'ailleurs, ça aussi, de mélanger des choses qui existent vraiment, des choses qui n'existent pas et des choses qui pourraient exister. J'aime bien citer cette histoire où à un moment donné, c'était Umberto Eco qui parle avec un universitaire assez reconnu, et il lui parle d'une théorie qu'il a, et l'autre lui dit: mais c'est génial ta théorie, est-ce que tu as la moindre preuve pour le prouver? Et Umberto Eco lui répond: il peut t'en fabriquer une si tu veux. Et si tu veux, le gars on avait rien à foutre, tu vois. C'est vraiment, la théorie me plaît, donc elle est vraie. Enfin, c'est ce niveau-là de réflexion en fait. Moi, j'ai envie de rajouter, Victor, à ce que tu proposais, une autre dimension dans ce que je trouve intéressant dans l'Antiquité, enfin, au moins dans certains des modèles. C'est quand tu as un disciple qui apprend quelque chose de son maître, mais qui va finir par l'utiliser dans un autre domaine que celui où son maître opérait, en fait.
Et typiquement, c'est pas mal ça. je citais entre guillemets avec une arrière-pensée en tête Alexandre le Grand de ce point de vue-là, parce que Alexandre le Grand a appris d'Aristote, mais Aristote a conquis le monde avec la philosophie et Alexandre le Grand l'a conquis avec les armes. Et je trouve intéressant que en fait tu puisses apprendre des choses d'un maître, de te former, grandir, t'épanouir, te développer, et en même temps ne pas être emprisonné dans le secteur d'activité, comme on pourrait dire dans le monde de l'entreprise, de ton maître en fait. Tu n'es pas coincé dans l'ombre de ton maître. Mais tu trouves que Aristote a conquis le monde avec la philosophie? Je vois ce que tu veux dire parce qu'il a eu une influence considérable et tout, mais il y a jamais eu de pouvoir aristotélicien. Aucun gouvernement a jamais exercé son pouvoir au nom d'Aristote, tu vois. Alors que ton grand ami Marx, par exemple, on peut clairement dire qu'il y a du lien. Ou même, je parlais de Machiavel tout à l'heure, on pourrait dire Machiavel de ce point de vue-là. Bah, je sais pas, Aristote, si, quand même, enfin, tous les gouvernements qui soient un tout petit peu catholiques, conservateurs, etc. Oui, l'Église. S'inspire d'Aristote, quand même. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il y a eu Thomas d'Aquin qui est passé derrière. Ça. À la limite, on est d'accord. Si tu veux aller vraiment là-dessus. Mais il a une influence qui est quand même majeure. Enfin, je veux dire, on a reçu. Tu te rappelles quand on était à Rome, on a fait un podcast avec un disciple d'Aristote qui va probablement hurler en t'entendant dire que Aristote n'a pas eu d'influence, tu vois. Il va dire non, c'est pas possible. Il va faire un scandale. J'avais dit qu'Aristote n'avait pas d'influence. J'ai juste dit que Aristote n'avait pas de pouvoir politique au sens où Marx peut en avoir par exemple. Et là, je pense que c'est un homme intelligent, il ne s'étouffera pas. Voilà, je suis tout à fait convaincu. Je maintiens qu'il continuera à respirer en ayant entendu cette phrase. Et toi, alors, mon cher Hussard, quelle version du disciple et du maître est-ce que tu retiens dans la littérature, en fait, un peu tout ce que tu veux, en réalité? C'est une très très bonne question. Il y a beaucoup de rapports. En fait, souvent, on n'y prête pas exactement attention, ou alors en tout cas, c'est a posteriori qu'on peut se dire c'est un rapport de maître à disciple, tu vois. Tout à l'heure, Victor, tu parlais comment ça s'appelle, des Misérables et de Monseigneur Myriel, mais si tu veux, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une relation de maître à disciple, au sens où la relation de maître à disciple, elle repose quand même aussi sur une forme de continuité, sur le fait qu'ils aient évolué ensemble, qu'ils aient appris à se connaître, etc. Parce que tu vois, tout à l'heure tu parlais du tuteur en botanique, cette petite branche de bois, cette baguette de bois qu'on met à côté de l'arbre pour l'aider à croître. Mais en fait, comment dire, le Monseigneur Myriel pour Jean Valjean, c'est pas tellement un tuteur, c'est plus une espèce de gros coup de vent ou un éclair ou je sais pas qui aurait désaxé l'arbre et qui l'aurait remis dans une direction plus positive. Mais c'est pas un travail au long cours, c'est vraiment une espèce de décharge d'adrénaline qui lui a mis pour le réveiller, quoi. Et fondamentalement, c'est peut-être un petit peu différent du tutorat. Alors que tu vois, pour rester sur Victor Hugo, entre le personnage de Gauvin et le personnage de Simourdin dans 93, t'as beaucoup plus une relation littéralement de tutorat, puisque Simourdin a été le professeur de Gauvin, le tuteur, justement, le tuteur au sens scolaire, quand il était petit, et qu'en grandissant, là il y a quand même un moment où Gauvin est plus grand que Simourdin d'un point de vue moral, puisque Simourdin c'est le respect de la règle, l'intransigeance républicaine, comme ça a été l'intransigeance du dogme avant dans sa vie, et Gauvin c'est quasiment une figure christique. D'ailleurs il y a beaucoup d'éléments dans le livre qui le rapproche du Christ, l'âge, le fait qu'il échappe à des blessures, enfin il fait des demi-miracles à plusieurs moments dans le bouquin, et si tu veux, lui, il est au-dessus de Simourdin, comme le Christ est au-dessus du dogme, où il y a des passages dans la Bible où le Christ dit oui, on vous a dit ça avant parce que vous étiez trop con pour le comprendre, mais maintenant vous pouvez dépasser la règle et comprendre l'esprit de la règle qui est au-dessus. Et Gauvin, il est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que, spoilers, à la fin du livre, il va relâcher un contre-révolutionnaire important, qui est le troisième personnage qui s'appelle Lantenac, parce qu'il a compris qu'il dénaturerait et il dévoirait son combat si il appliquait strictement la règle, comme Simourdin lui disait de le faire, en ne relâchant pas et en exécutant cette personne. Donc si tu veux, il y a vraiment deux rapports qui sont assez différents là-dedans. Et puis tu as un troisième truc, toujours pour rester chez Victor Hugo, et je terminerai là-dessus pour être un peu bref, et après je te laisserai réagir, Victor. C'est dans Les Travailleurs de la Mer. Dans Les Travailleurs de la Mer, tu as le personnage de Gilliatt, qui pour le coup est vraiment, on peut dire, auto-formé. C'est-à-dire que Gilliatt, c'est vraiment l'homme autosuffisant, qui est capable à la fois d'apprendre à naviguer, à réparer, la mécanique, à se débrouiller, à se battre contre les éléments, à dompter les éléments, etc. sans avoir de formation, en étant une espèce d'ours qui vit à part du monde. Et finalement, tous ceux qui pourraient l'aider à grandir, c'est-à-dire l'armateur qui a lancé la prime, qui le fait aller en mer,
la femme qu'il aime, le prêtre sur l'île, etc. Toutes ces figures d'autorité qui pourraient être des figures un peu de tuteurs sont finalement celles qui vont entraîner sa perte à la fin du livre. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre. Mettez-vous à jour, il est sorti il y a 140 ans, 160 ans. Il serait quand même temps d'y aller. Voilà. Alors pour réagir à ce que tu me dis, oui, j'admets que ça fait davantage sens d'avoir cette vision active du tuteur. Néanmoins, la richesse de la littérature nous offre, selon moi, aussi d'autres options qui sont peut-être pas aussi manifestes que celles que tu viens de décrire, mais qui néanmoins méritent pas mal de choses. Donc moi alors je pense que le patron des livres de tutorat entre guillemets dissimulés, c'est Hermann Hesse. Ah oui, oh putain, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement. Oui, tout à fait. Je vais y venir, venir. Et c'est le daron, selon moi, en termes de fréquence de cette thématique. Ouais, et moi, en fait, pour dire que il a donné de la subtilité, et il a ouvert en disant on peut être un tuteur en ne faisant rien et en ne disant rien, j'en appelle à son livre Siddhartha. Ouais, tout à fait. Et où on a un brahman. Alors moi, je l'avais lu il y a très longtemps et j'avoue que j'ai peu apprécié l'ouvrage parce que c'est un univers qui m'était peu intéressant. Donc on est vraiment sur le parcours spirituel d'un brahman qui essaie de trouver l'illumination. Et il a un collègue dont le nom m'échappe maintenant qui lui décide de suivre le Bouddha Gautama. Lui, il refuse de le faire. Il décide de découvrir l'illumination par sa propre vie. Donc je crois qu'il découvre les femmes, il découvre l'argent, enfin il découvre pas mal de choses. Il s'élève dans la vie en tant que citoyen, entre guillemets, il élève sa condition de vie, mais il trouve pas l'illumination. Donc au bout d'un moment, il va se réfugier sur le bord d'un fleuve. Et il regarde la nature, il pense, il se laisse porter par le temps. Et là arrive un passeur de fleuve qui s'appelle Vasudeva, qui reste avec lui, mais qui ne dit rien. Et le silence de cette personne est un silence catalytique. Je sais que ça sonne comme un oxymoron, mais c'est quand même un silence catalytique. Et en fait, il le tutorise. Alors, je sais pas si ce néologisme, il le mentor peut-être, non, je sais pas. Il le mentor. Ouais, c'est peu élégant, mais enfin bref, vous m'avez compris. Ouais. Écoute, on va dire il le tutorise. Et s'il y a des gens qui râlent, il y aura 4 génériques au prochain. Voilà, c'est un coup de générique en fait. On n'a pas de balles, on a des génériques. Exactement. Et donc il le mentor et ça lui permet à lui de trouver l'illumination. Et donc en fait, on a quand même Hermann Hesse qui nous offre un tuteur silencieux et quasi inactif, mais efficace pourtant. Ouais, et c'est la subtilité d'Hermann Hesse qui a une immense subtilité dans ses histoires. Oui, d'ailleurs, pour réagir sur ce que tu dis, même si tu prends, comment ça s'appelle, Le Loup des Steppes, en fait, si tu veux, il y a une forme de mentorat quasiment inversé, puisque en fait, c'est, je sais même plus comment elle s'appelle, mais les jeunes femmes, enfin surtout la jeune femme que rencontre le personnage d'Harry, le personnage principal. Dans le cabaret. Dans le cabaret, qui est plus jeune que lui, qui est beaucoup plus frivole que lui, etc., qui va finalement le reconnecter à la vie et lui apprendre quelque chose, mais elle va jamais lui apprendre de manière professorale comme lui a appris tout au long de sa vie, parce que c'est une énorme tête. Elle va lui apprendre de façon très empirique, en fait, juste à lâcher prise, à pas se poser de questions, etc. Bon, on peut trouver ça bien ou pas, parce que le livre se finit quand même avec un énorme trip hallucinogène, mais en fait si tu veux c'est salvateur quand tu vois d'où part le personnage au début, c'est où clair. Il est complètement sclérosé, il est vieux avant l'heure, il n'arrive plus à monter un escalier, il se prend la tête sur des photos de Goethe avec des gens avec qui il dîne, enfin c'est assez lamentable. Et effectivement de ce point de vue là il y a vraiment quelque chose qui c'est vraiment la continuité chez Hermann Hesse, c'est effectivement cette structure là, mais je crois qu'on le retrouve beaucoup dans toute son œuvre et dans tous ses différents textes de toute façon. Moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la figure de l'autodidacte, parce que c'est aussi un élément que je trouve intéressant dans la littérature. Alors bon, il y en a un paquet dans plein de contextes très différents. Moi je pensais spontanément, je sais pas pourquoi, à l'autodidacte avec un A majuscule qui est dans La nausée de Sartre. Mais en fait, mon Dieu, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Non mais pour moi en fait quelque part je trouve que c'est intéressant de se poser cette question, parce que à la fois les autodidactes ont un vrai courage en fait de s'attaquer à des montagnes de pensée, de compréhension du monde, etc. Et en même temps, mais ils le font sans savoir. Régulièrement, ils se plantent dans les grandes largeurs parce qu'ils ratent quelque chose en fait. Le mentor ou le tuteur, il sert vraiment quand même à quelque chose. Il évite d'avoir des tâches aveugles complètes sur certains sujets. Il permet d'avoir une compréhension un petit peu plus subtile de certaines lectures ou thématiques.
Et typiquement, je repense à celui de Sartre, si je me souviens bien, il lit par ordre alphabétique tous les livres de la bibliothèque. Oui, tout à fait. Ce qui est complètement, enfin, ce qui est un peu débile en fait, hein, on va pas se mentir. Bon. Écoute, tu sais, t'as des gens qui lisent une page du dictionnaire tous les jours pour apprendre plus de mots. Je sais que ça existe. Bon. Je l'ai fait quand j'étais gamin. Ah ouais? Donc t'étais le teubé qui faisait ça. Moi j'ai toujours trouvé que c'était particulièrement con parce que pour trouver un mot digne de ce nom, faut déjà aller à la page 50 du dictionnaire. Tu sais, au début t'as plein de A. Non mais quand j'étais gamin, j'étais déjà insomniaque et les soirs en fait, quand mes parents me demandaient d'éteindre, avec ma lampe de poche, je voulais lire des trucs différents de ce que j'avais dans ma bibliothèque et j'ai lu le dictionnaire. Je l'avais fait plusieurs fois. En fait, je me représente la scène. En fait, alors que tous les enfants sont là à se bagarrer pour pouvoir jouer à la console 5 minutes de plus, toi t'étais là en train de te battre pour allumer une lampe de poche sous un J'ai 47 ans. Ça existait pas. J'ai 47 ans. Il y avait pas de pétrole encore. Mais même la télé en fait. On luttait contre des tigres avec des tigres à dents de sabre donc, à cette époque. Donc voilà. Et par contre, pour revenir sur ce que tu disais, Moss, tu me permets de faire une belle boucle et peut-être même une lucarne. C'est que je crois que dans les mémoires d'Adrien, qui est quand même un sacré morceau de tutorat d'un empereur à un autre, je crois, si je me rappelle bien, qui dit qu'il a fait cette erreur d'être un autodidacte et de l'avoir tenté et qu'il faut faire confiance au maître. Je crois même que c'est dans les mémoires d'Adrien. Ouais, c'est possible. En fait, de toute façon, tu le vois bien dans tous les domaines, c'est que si tu ne fais plus que répéter, bah t'es baisé quoi. Au bout d'un moment, faut quand même comment dire, suivre la voie de ceux qui ont été avant toi et te hisser sur les épaules des géants. Ça, c'est la fameuse citation. Je sais même plus de qui elle est, mais je sais pas non plus. Elle est tellement connue. Je crois que c'est Newton, mais j'ai un doute. Ouais. Oh, je crois que c'est antérieur à Newton. Hein. Je me demande si c'est pas. C'est pas Pascal Pro, non? Putain, la référence de boomer. Le mec, il a dit qu'il avait 47 ans, en fait, il en a 67, quoi. C'est terrible. Ouais. Et alors, dis-moi un peu pour le tutorat dans le cadre de Rolf. Est-ce que toi, tu voulais consciemment que ce soit une dynamique importante du bouquin avant d'y arriver, ou c'est parce que c'est un sujet qui te botte et qui du coup a entraîné quelque chose? Alors. Oui, et là encore, je m'excuse auprès des auditeurs qui auront vu aussi l'interview parce que c'est un sujet que j'aborde aussi. Moi, j'ai un certain agacement sur les gens qui se positionnent en tuteur d'autrui, surtout via YouTube en fait. Il y a un vrai dans la perte de sens un peu généralisée qu'on connaît tous et qu'on ressent tous. Avant, on pouvait se tourner vers l'histoire, la philosophie, la religion, ou nos pères, et que ce soit P-E-R-E-S ou P-A-I-R-S, on pouvait se tourner vers eux. Maintenant, on dirait qu'on rechigne davantage à aller vers ces grands courants dans lesquels on peut se retrouver. En fait, on a des tuteurs tout faits. Et on a des gens qui apparaissent sur YouTube, qui sont drôles, qui sont sympas, qui sont intéressants, et qui nous disent ce qu'on doit manger, ce qu'on doit faire, si on doit prier, comment on doit prier, ce qu'on doit croire, quel genre d'homme on doit être ou de femme on doit être, politiquement ce qu'on doit penser. Et moi, ce qui me fait peine, c'est que, bon, avec mon âge avancé, j'ai pu faire mon bout de chemin et essayer de m'accomplir au mieux que je pouvais. Mais en fait, j'ai eu la chance de tomber sur des bouquins ou sur des choses avec un peu d'épaisseur pour essayer de me construire. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a toute une frange que je trouve assez jeune, qui est dans la vingtaine, qui veut vraiment s'accomplir et qui est demandeuse en plus. Donc, il n'y a qu'à voir le succès de vos deux maisons d'édition. Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas ? D'avoir des gens qui cherchaient du prêt-à-penser plutôt que de faire l'effort d'aller à la source du texte. Je pense que tu as raison, mais il n'y avait pas YouTube. Oui, mais il n'y avait pas Instagram. Ils étaient encore plus bêtes peut-être que avant, parce que je suis désolé, mais j'ai quand même l'impression que le niveau il est bas aujourd'hui, mais il a jamais été aussi élevé quand même, si tu veux. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrifiant. C'est que je sais pas. J'ai l'impression qu'on est quand même à un espèce d'optimum, parce que je veux pas tomber dans de l'anti-boomerisme primaire, mais quand t'entends des fois des boomers parler, putain, tu te dis mais
ils arrivent encore à gober ça, alors qu'il y a des trucs que notre génération, enfin qui ont été quand même suffisamment débunkés ou expliqués ou vulgarisés sur internet pour que en fait tout le monde soit d'accord sur certains points, alors que des boomers ils tombent encore dans le panneau, tu vois, et c'est la dernière génération à tomber dans ce truc là. Peut-être que nous on a des trucs dans lesquels on tombe et qu'un boomer tomberait pas, je sais pas, mais sur de l'actu je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils tombent très facilement. Enfin je vois il y a ils ont une confiance dans les médias qui est effrayante. Une micro-polémique avec Christine Kelly qui a retweeté ou liké ou mis un commentaire à une photo générée par IA sans même se douter que c'était potentiellement le cas. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plus de 55 ans qui globalement sont incapables de discerner ce qui a été fait par IA, ce qui n'est pas fait par IA. Quand ils reçoivent des mails dans leur boîte aux lettres, en fait, ils se disent c'est forcément un humain qui est derrière. Ils se posent même pas la question si ça pourrait être autre chose. Tous les process un petit peu semi-algorithmiques, ils ne les comprennent pas. Pourquoi certains trucs sont... Juste informatique, hein. C'est ça, que, en fait, qui a déjà vu un boomer cliquer avec une souris sait à quoi ressemble l'éternité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné où il y a des réflexes musculaires très très lents, des... Mais encore là, je te l'ai fait trop vite. Clic. Voilà, là tu vois c'est horrible, c'est insoutenable en fait. Donc effectivement mais tu as ça, alors honnêtement dans les entreprises tu le vois vachement bien aussi parce que tu as plein de choses de base qui représentent une difficulté stratosphérique pour des tranches d'âge particulières, notamment je pense aux visios. Le fait de faire une visio. Ah oui, où tu vois leur nez en gros plan, la caméra bizarre, le chat qui allumé les l'ordi, c'est terrible. L'idée que le son, en fait, il peut sortir de l'ordinateur ou d'un casque et qu'il y a potentiellement 2 boutons pour le régler sur le même ordinateur, ça c'est un truc. Je te promets, même après 3-4 ans de Covid et de trucs, il y avait encore des gens qui n'arrivaient pas à l'intégrer en fait. Non, mais, c'est terrible. Non, mais juste, je voudrais dire un truc, c'est que de ce point de vue-là, c'est vachement intéressant si on reboucle sur notre sujet parce que on est dans une génération où en fait on a peut-être... Alors, on n'a pas rien à apprendre de la génération, des générations qui nous ont précédés. Bien sûr que non, faut pas dire ça. Mais on en a peut-être moins que d'autres générations parce que précisément la digitalisation de la société a fait quand même que ils sont quand même très très dépassés par. Il y a des exceptions bien sûr, mais c'est globalement ils sont quand même très dépassés par ces sujets. Moi, je crois qu'on a plein de choses à apprendre des générations passées, mais c'est juste que la génération. Enfin, en fait. On a un drame, c'est que les générations qui nous précèdent directement, là, c'est souvent des gens qui sont relativement égoïstes. On va pas se cacher derrière notre petit doigt, là, tout le délire. Ça va hurler en commentaire, mais on parle peut-être pas de vous spécifiquement, j'en sais rien, on parle de la génération. Pourquoi les gens en ont contre les boomers ? C'est parce qu'en fait, les boomers n'ont pas préparé les générations suivantes à la complexité du monde, aux difficultés du monde, et il y a plein de sujets sur lesquels ils ont abandonné en fait. Et donc ils n'ont pas fait l'éducation globalement. Mais tu vois, on parlait de discernement tout à l'heure. Je veux dire, les boomers n'ont pas été capables de discerner que Jean-Paul Sartre était une fraude et que Simone de Beauvoir touchait des gamines. Donc si tu vas à partir de ce moment-là, si tu laisses passer des trucs aussi évidents que ça, qu'est-ce que tu, ils sont tombés dans tous les pièges que l'époque leur a tendu systématiquement. C'est vraiment déjà. Mais 68 c'était déjà ça en fait. Côté et c'est fondamentalement le truc, tu vois. Moi je voudrais qu'on ramène ça à des choses aussi bêtes que par exemple en fait les gens se lamentent toujours qu'on va oh là là les jeunes vont regarder sur internet pour trouver des conseils de séduction. Je suis désolé, en fait ça fait partie des trucs normalement ton père te dit vite fait en scred discrètement 3-4 conseils. Ils vont être pourris les conseils de tes parents pour ça. Et c'est des conseils qui marchent pas parce que c'est des codes d'une autre génération, tu vois. Ils devraient pas être ultra généralistes. Ils devraient pas être avant que ce soit des trucs ultra généralistes du genre être poli avec la meuf, oui d'accord, merci, tu vois. Enfin, c'est terrible quoi. Justement, ils devraient pas être pourris en fait. Le truc c'est que quand tu regardes par le passé certains des conseils que tu peux avoir, OK, tu as des versions qui sont très très romantiques à une période précise, mais en fait, d'une manière générale, dans le tas, il y a des conseils, bien sûr, ils sont un petit peu surannés, un petit peu enjolivés pour faire en sorte que ce soit pas trop choquant à l'oreille, etc. Mais en fait, dans le tas, il y a quand même des conseils de base qui sont donnés. Et il y a des tas de choses qui se sont perdues, en fait. Et c'est vrai pour ça, c'est vrai pour plein de choses. Tout ce qui relève de l'étiquette et de la politesse. Je suis désolé, notre génération n'a aucune idée de rien en matière d'étiquette et de politesse en fait. Ça c'est vrai. Sur qu'est-ce qui est tolérable dans quel contexte.
qui prend la parole dans telle situation, qui a le droit de... Enfin, même un truc, tu vois... Après les boomers aussi, parce que je veux dire, l'utilisation de la ponctuation de façon agressive et le fait de se croire tout permis et d'être mal poli avec les serveurs au restaurant, etc., ça c'est plutôt des trucs de boomers, tu vois. Donc, je dirais qu'il y a eu des typologies d'impolitesse et que ça s'est réparti générationnellement après, tu vois. Bon, après, une partie de tout ce qu'on est en train de dire a toujours existé. Je veux dire, tu prends... Chez Platon, il y a déjà cette idée que les générations d'après sont des imbéciles. Voilà. Tu prends Aristophane. Dans Les Nuées, tu as tout un passage où, en fait, il traite son père de vieux boomer et il dit « c'est insupportable, j'en ai marre de ces mecs qui datent de l'époque de machin. » Enfin bon. Donc, voilà, il y a une partie de ce qui a été dit qui a toujours été vrai. Ouais. Et toi, peut-être que Victor, t'as envie de réagir là-dessus en tant que doyen de cette émission. Oui, alors déjà, je me sens pas visé parce que les boomers sont entre 46 et 64. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont entre 60 et 80 piges. Donc en entreprise, ils sont sur le départ. Donc voilà, moi je fais partie de la génération Y et de la toute fin de la génération Y, celle qui a pas eu de bol en fait. Ouais. Et donc là-dessus, moi pour faire rapidement parce que je pense pas que ce soit le cœur du débat. Néanmoins, je pense que tout ce qu'on dit sur les boomers, il y a du ressentiment clairement, puisqu'en fait je pense que si les gens d'aujourd'hui avaient la chance d'être nés dans une période faste, ils en auraient profité, pareil que ce que nos prédécesseurs ont fait, sans s'occuper, en se disant c'est un lendemain qui chante, sans s'occuper de l'avenir. Et 3 ou 4 générations après, on s'en plaindrait. Donc moi, je vois pas des gens qui ont plus de sensibilité, plus de raison, plus de sagesse que ce qu'on appelle les boomers ont fait. Et je vois beaucoup de gens qui sont frustrés de voir des choses qu'ils n'ont pas ou auxquelles ils n'auront pas. Et donc moi ça me choque pas. Je pense que c'est seulement contextuel et que oui, c'est vrai que ça va être plus dur, mais il y a eu des périodes dans l'histoire qui étaient plus fastes que d'autres. Et alors, ça s'appelle l'histoire en fait. Donc moi, ça me choque pas trop. Donc toi, tu crois en fait, je trouve que ce que tu dis fait complètement sens. Hein, j'ai pas d'objection, si ce n'est que il y a quand même un moment donné où on se dit quand même les boomers, ils ont corseté l'économie, ils ont détruit un certain nombre de liens sociaux et de valeurs transcendantales qui avaient fait la France et qui avaient fait la civilisation occidentale, même de façon plus générale. Et donc, tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui disent bah c'est foutu, la France elle est détruite et parce que le fruit a pourri quoi, et que la France c'est une idée qui est morte. C'est quasiment plus qu'une expression géographique, comme aurait dit Metternich à propos de l'Italie. Disons qu'il y a une dimension qui n'est pas purement matérielle en fait, c'est ça. Oui, ça, voilà, la dimension spirituelle. Tu sais, Malraux disait la civilisation c'est la chair qui s'agglomère autour du noyau de la religion. Et donc en fait, à partir du moment où tu as détruit, c'est même pas une question de catholicisme ou quoi, mais à partir du moment où tu as détruit l'idée de transcendance et l'idée de patrimoine immatériel du pays, effectivement c'est un peu compliqué. C'est pas pour moi vraiment lié forcément à Bernard et Chantal ont 50 maisons, même si ça c'est un aspect qui est un peu vulgaire, évident de la question. C'est plus un aspect en fait ils ont détruit le pays, et encore une fois ils peuvent l'avoir détruit pour des raisons qui sont extérieures à leur mérite ou leur démérite personnel, mais ils ont été pris dans un engrenage historique et sociologique où ils ont détruit le pays. Et en fait est-ce que c'est sauvable, tu vois, c'est ça la question, est-ce que c'est rattrapable? Je pense que là sur tes dernières phrases, selon moi, tu mets le doigt sur la chose la plus intéressante, c'est que c'est cette époque qui l'a détruit. Eux, ils se sont adaptés à leur époque. C'est les outils, pas les acteurs en fait. Voilà, ils arrivaient après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où en fait on était dans le pur matérialisme le plus gras, et c'était les enfants de leur temps. C'est vraiment ça, en fait. Ils sont passés d'une société de pénurie à une société d'abondance et de gadgets. C'est les enfants de leur temps. Ouais. Si nous, on avait été les héritiers directs de parents qui sortaient de la guerre, qui avaient connu la famine et les camps, et il y avait tout à reconstruire avec du boulot, on n'aurait peut-être pas souffert, ou pour nous ça aurait été ésotérique, on serait dit profitons de ce qu'on a, et on aurait été des gros matérialistes. Ouais. On est quand même la génération des TikTokers qui vont à Dubaï. Je pense qu'on n'a pas de... Tu sais, c'est la phrase de Céline où il dit un prolétaire c'est un bourgeois qui a pas réussi. On pourrait dire qu'un zoomer c'est un boomer qui est venu trop tard. Et il y a un peu de ça quoi. Mais alors, je pense que la phrase que tu viens de dire, je pense que je vais la faire mienne parce que je la trouve, très bien. Je la trouve d'une pertinence. Mais c'est vrai. Je pense qu'il faut balayer devant notre porte. Si on avait été à leur époque, on aurait fait pareil. Et là, quand on se dit,
ils ont tout pris, ils ont des grosses retraites. Alors ça, on prend souvent des exemples un peu triés sur le volet parce que on peut trouver beaucoup de contre-exemples. Et néanmoins, je pense qu'il y a un ressentiment. Il y a d'abord du ressentiment. En fait, sur les retraites, il y a une dimension statistique. J'ai le chiffre en tête, donc j'en profite. Merci, parce que avec la statistique, parce que pour le coup, c'est pas une vision. La retraite, c'est. En fait, t'as à peu près des petites retraites, mais c'est rien. T'as de mémoire, le deuxième décile en partant du haut des retraites, il est à 2800 €. C'est-à-dire que t'as à peu près 20% des retraités qui touchent plus de 2800 €, c'est-à-dire quand même un peu plus que 2 fois le SMIC net, quoi. Oui, et plus que, bonne stat. Et plus que le salaire médian français net qui est à 2000, qui est à 2003. 1800 net. Non. 1160 non, net, je crois, le salaire médian. Ah bah c'est peut-être le salaire moyen alors qui est à 2003. Je pense, ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, tu vois, mais à ce moment-là, c'est vraiment important. Et moi, je connais vraiment des gens qui sont en retraite aujourd'hui et qui ont, on peut pas dire qu'ils aient fait carrière du tout, hein, et bah qui sont à plus de 2003-2004 de retraite net d'impôts, net de tout, archi net dans leur poche. Alors que c'est des gens, franchement, ils sont propriétaires, ils ont plus d'enfants à charge, et encore une fois, je les blâme pas d'avoir accès à ça. Je les blâme si jamais aujourd'hui on leur demande un effort et on leur dit bah voilà, peut-être qu'il faut réduire vos pensions parce qu'en fait c'est pas possible, le pays va s'écrouler, vous avez trop joui et c'est plus possible de tenir. Et là d'un coup ils veulent plus en entendre parler, ça c'est infernal. Je comprends. Mais juste pour revenir sur le tutorat, parce que je pense qu'on s'écarte un peu sur le tutorat et la relation de maître à disciple, parce que. Est-ce que tu as l'impression que toi, que ces anciennes générations, boomers en tête, ont fait un travail de tutorat comme ils auraient dû le faire en fait? C'était ça, je crois, le début de la boucle dans laquelle on est parti. Oui. En fait, ça dépend de la. Ça dépend, je vais parler en sociologue, de la couche socio-professionnelle dans laquelle tu te places. Parce que si on prend les agriculteurs, oh que oui. Oui. Si on prend les artisans, oh que oui. Si on prend les militaires, oh que oui. Donc en fait... les militaires, la génération d'avant, c'est ceux qui ont paumé la Deuxième Guerre mondiale. Donc je sais pas si le tutorat est une très bonne chose dans cet exemple-là. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec des écoles militaires, et donc où en fait on a beaucoup de par exemple un truc tout bête, j'ai eu la chance de travailler avec le premier REC de cavalerie qui est à Carpiagne, près d'Aix-en-Provence, et donc c'est la Légion mais dans des chars. Donc c'est la Légion, on les envoie dans les théâtres les plus chauds, enfin ce qu'on imagine de la Légion, et dedans il y a plein d'officiers qui ont des noms à particules, qui vont sur le théâtre des opérations, et vraiment ils en ont dans le pantalon. C'est vraiment un courage immense. Et eux ils sont issus d'une tradition familiale, et quand on creuse avec eux, en fait dès la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gens qui se sont pas vautrés dans le matérialisme pur. Ils ont continué cette sorte de dévotion vis-à-vis des notions qui peuvent être soit celles de la nation, soit celles de la patrie. Ça dépend comment on se positionne. Néanmoins, ça s'est pas perdu. Donc en fait, est-ce que cette génération a fait de la transmission? Ça dépend de qui on parle en fait, je pense. Oui mais en fait si tu veux là, tu cites quand même des niches qui sont vraiment qui représentent pas beaucoup de monde finalement dans la non mais De Gaulle, prenons De Gaulle. Tu prends le saint inattaquable parce que tu te fais l'avocat du diable, mais je veux dire pour un De Gaulle, combien t'as de Josiane de la compta qui travaillaient c'est ça, je pensais plutôt à cette espèce et qui ont joui les professeurs là, avec des 14 semaines de vacances par an, qui ont acheté 5 appartements. Tu as raison, mais tout à l'heure, on parlait d'Alexandre le Grand. Pour un Alexandre le Grand, il y a eu combien de pimpins que l'histoire a oublié? C'est pareil. Oui, mais je suis d'accord, mais les pimpins en question, ils ont fini par paumer l'empire d'Alexandre le Grand, sitôt qu'Alexandre le Grand n'était plus. C'est pas faux. Donc si tu veux, si on va jusqu'au bout, j'ai quand même raison de dire qu'il y a raison de s'inquiéter, tu vois. De Gaulle n'est plus, hein, pour rappel. De Gaulle est mort en 70, tu vois. Moi, j'ai l'impression surtout en fait que quelque part, il y a eu un changement, un pivot dans les métiers pratiqués, et que c'est accompagné de ça que en fait... l'expertise d'une sténographe aujourd'hui, qu'est-ce que ça a comme pertinence? À peu près zéro. Et donc, même en fait, en termes de pure matérialité, si tu veux, même les gens qui voudraient éventuellement transmettre n'ont pas grand-chose à transmettre. En fonction, enfin, il y a des tas de métiers pour lesquels, honnêtement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que quelqu'un qui a passé 15 ans à faire de la dactylo vienne apprendre à un jeune qui a Word, quoi? Alors, moi j'ai eu un truc super intéressant, je me permets de rebondir vite fait dessus, c'est que j'ai dû expliquer il y a pas très longtemps à un vieil homme de plus de 90 ans ce que je faisais dans la vie.
Et en fait, si tu veux, Ces obsèques auront lieu maintenant. la famille était pleurée, voilà. Non, en fait, si tu veux, c'est impossible de lui expliquer. Bah, en fait, déjà de lui expliquer ce que c'est que YouTube, ce que c'est qu'une chaîne YouTube, ce que c'est que. Une maison d'édition, bien sûr, il connaît. Mais en gros, lui, il va poser des questions sur les libraires. Il va dire, mais c'est important, vous arrivez à avoir des papiers dans Le Monde, dans Le Figaro, tu vois. Parce que lui, en fait, il croit que ça fonctionne encore comme ça et que ça a un vrai impact. Alors que, tu vois, Moss, toi et moi, on sait que bon, l'impact de la presse écrite aujourd'hui est quand même drastiquement limité par rapport à ce qu'il a pu être. Et en fait. Si tu veux, j'ai fini par lui dire que je faisais de la vente par correspondance parce que c'était le truc qui ressemblait le plus à ce que lui avait pu connaître à cette époque. Mais j'avais l'impression de remplir un formulaire des impôts. Tu sais, quand ils te demandent ton activité et que ça rentre pas dans aucune case de merde qu'ils ont faite en 45. Alors, j'entends ce que tu me dis, mais si aujourd'hui tu parlais à un maréchal Ferrand, et ben en fait les rôles seraient inversés en fait, puisque peut-être qu'il devrait synthétiser son métier non, moi, je comprends ce qu'il pour fait. que tu, moi, je pour qu'il soit. moi, je comprends ce qu'il fait. Si tu m'emmènes au 18e siècle et que tu me présentes un allumeur de lampadaire, moi je vais comprendre ce qu'il fait. Par contre, lui, il comprendra pas ce que je fais. Par contre, si tu m'emmènes en 2500 et que tu me présentes un mec qui fait un métier à ce moment-là, peut-être qu'il fera un truc que je peux même pas comprendre, qui repose sur des technologies elles-mêmes issues de technologies qu'on n'a pas encore. Là, pour le coup, peut-être que je serai à côté de la plaque et qu'il sera obligé de m'expliquer un truc en mode je suis youtubeur, alors qu'en fait, il est pas du tout youtubeur, tu vois. Possible, Ouais. c'est vrai. Bon argument. Donc tu vois, typiquement ça rejoint ce que je disais avant sur le fait qu'on est sur une logique de tutorat presque inversée, où en fait, au sens où c'est les jeunes qui finissent par. La société évolue tellement vite, au contraire des siècles précédents, que finalement c'est les jeunes qui finissent par pouvoir avoir une longueur d'avance sur la réalité de ce qui se passe, tu vois. En entreprise, on appelle ça le reverse mentoring. Ouais. Je sais pas si vous êtes au courant de cette expression. Vas-y. C'est souvent utilisé pour les cadres, les grands cadres qui ont du mal avec les nouvelles technos. Donc typiquement l'utilisation de l'IA, voilà. Et donc quand vous avez des jeunes cadres qui percent bien, ça permet de créer des tandems de générations différentes et ça permet de créer des affinités d'ailleurs. C'est bien. Et vous avez donc ce reverse mentoring où vous avez quelqu'un de plus jeune qui explique quelque chose de nouveau à quelqu'un de plus vieux, souvent plus gradé. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un aspect d'humilité où J'aime bien on ça. a quelqu'un qui est un peu assis sur un gros siège, qui accepte de se dire bon écoute je comprends rien, je prends quelqu'un qui théoriquement je domine la tête et des épaules d'un point de vue strictement lié à l'organigramme et pourtant je lui pose des questions, il prend le temps de m'expliquer et donc ça existe, mais voilà. Non mais juste c'est pour l'anecdote. bien. Alors est-ce que maintenant en littérature t'as ce cas là? Oui, j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec Herman S avec le loup des steppes, mais est-ce que t'as des cas où t'as du reverse mentoring appliqué à la littérature? J'avoue que là, à part Herman S, j'ai pas trop d'exemples. Victor, c'est toi qui peux nous sortir de là. Alors, laisse-moi réfléchir, parce que j'avais réfléchi à ça. Ah c'est vrai? Comment on pouvait... Incroyable. Ouais, Il avait tout j'avais anticipé avec réfléchi. 17 coups d'avance, Putain. comme le personnage Ouais. de son roman. Ouais. En fait, Rolf, c'est lui. Voilà. Déjà, on a Zarathustra, qui, quand il parle des disciples, donc ce Zoroastre fictif, qui a pour étrangement une grosse moustache et qui boite, donc toute ressemblance avec des gens qui caressent des chevaux avant de mourir serait totalement fortuite. Et en fait, où là, le disciple, c'est déjà quelqu'un qui ne doit pas imiter. Donc déjà, on se rapproche un peu de ta réflexion, donc c'est un peu à contre-courant. Mais attends, j'avais réfléchi, j'avais pris une note sur mon ordi, parce que je m'étais dit que ça, c'était pertinent. Sinon, demande à ChatGPT, hein, sinon il va te trouver un exemple. Au passage, il peut t'en inventer pas mal des trucs, hein, ChatGPT. Enfin, je veux dire, Oui, c'est vrai. Ouais, de temps en temps, c'est marrant parce que tu t'aperçois quand tu oui, c'est discutes là. trop avec lui, il finit par inventer des romans ou des films ou même des réflexions qui n'existent plus. Et surtout, en fait, il te contredit rarement frontalement. Et donc, en fait, parfois, il a mal compris un truc. Par exemple, quand tu utilises la commande vocale, et du coup, il te dit, mais en fait, il commence à disserter sur des trucs qui n'existent pas parce qu'il a mal compris le truc dont tu parlais au début. Non mais j'ai trouvé, parce que c'est un roman que j'avais lu il y a très très longtemps, Vas-y. qui s'appelle Pierre et Jean, de Maupassant. Ah oui, je vois très bien. Et là, Ouais. et en fait j'y ai pensé par hasard parce que je m'étais dit, en fait j'avais essayé de songer au Horla sous ce prisme-là et en fait ça marchait Non, pas. ça marche pas du tout. Euh, Alors là, pour le coup, et, parce et que précisément, il y a pas de tutorat, il y a plutôt du destructorat, si je peux dire. Exactement. Exactement. Mais et donc je réfléchissais à ça et en fait Pierre et Jean m'est revenu. Donc pour la petite histoire, c'est deux frangins
qui sont très différents. Et je crois qu'il y en a un qui hérite d'un ami de la famille, ce qui provoque la jalousie d'un des deux. Ouais. Donc, je sais plus si c'est Pierre ou c'est Jean, je m'en excuse. C'est trop. Je me demande si c'est pas Jean qui hérite, mais je suis plus sûr de moi là. Ouais, c'est trop loin pour moi. Et en tout cas, ce que je me rappelle, c'est que celui qui n'a pas hérité est pris d'une jalousie féroce. Il va jamais se dépêtrer de ça, il va se mettre à se dire mais pourquoi mon frère a eu l'héritage et pas moi, et il va, par les recherches qu'il va faire, il va prouver que cet oncle ou cet ami de la famille, donc là encore c'est plus très clair, je m'en excuse, s'il a donné cet héritage, c'est parce qu'en fait c'était le père biologique véritable. Ouais, ça. Et de là en fait, ce personnage qui était théoriquement le plus sobre, le plus sérieux, le plus raisonnable, va de petit à petit devenir une personne qui va être plein d'aigreur et de ressentiment, et celui qui était un peu volage et peu sérieux, en fait, et on démontre que c'est pas le véritable membre de la famille, et qui est le plus jeune, je crois, va finalement prendre la place du fils légitime, et l'autre va s'enfermer dans son ressentiment et va se détourner de la famille. Et on a en fait le rapport entre les deux fait que celui qui aurait dû être le maître de l'autre, oui, c'est l'inverse après. Et c'est l'inverse parce qu'en fait il prend des leçons de celui qui devrait être son disciple. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, je saute du coq à l'âne parce que j'étais en train d'y penser. Un texte qui colle parfaitement avec cette dynamique-là, puisqu'il repose intégralement sur la dynamique maître-élève au pluriel, et qu'on n'a pas cité, c'est Le Prophète de Khalil Gibran. Je sais pas si tu l'as lu, toi, Victor. Moi, j'ai pas lu, non. T'as dû le lire, toi, non, le Prophète? J'en ai plus une idée très claire, donc j'ai probablement juste lu des extraits. Je pense pas l'avoir lu en entier. Bon, je le recommande. De toute façon, c'est un petit texte de tête des années 30. Donc Khalil Gibran, c'était un auteur libano-américain. Il est mort aux États-Unis, et toute l'histoire, c'est vraiment des enseignements sur la vie d'un prophète qui les livre à ses disciples autour de lui, mais c'est prophète au sens, c'est mystico-religieux, philosophique, c'est très oriental, quoi. Et donc c'est des petits chapitres très courts, un peu à méditer en fait. Ça se lit pas forcément d'une traite, ça se lit vraiment par extrait. Donc t'as, je sais pas, les enfants, le travail, la maison, voilà. Et c'est à mi-chemin entre la poésie, le roman. Il y a une structure narrative, un récit cadre, mais c'est quand même vraiment centré sur des petites leçons. Et c'est vraiment un classique très agréable à lire, et là pour le coup c'est vraiment le mentorat absolu, c'est-à-dire que c'est vraiment tous les chapitres, c'est un peu un dialogue limite socratique avec que penses-tu cher maître de tel sujet, l'autre déballe sa science et il te met 50 à 0, et à la fin c'est tout le monde fut frappé par la justesse de ce que disait le maître, voilà, et on passe sur le chapitre d'après, tu vois. Et donc en fait finalement c'est vraiment la dynamique vraiment opposée à ce que tu disais avant. Bon, je suis un peu déçu que vous l'ayez pas lu, messieurs, vous me décevez. Non, je l'ai pas lu, malheureusement. On arrive pas toujours à tout lire. Moins de Goéland, plus de Loukoum. Voilà, c'est un peu plus. C'est mon conseil pour la suite. Est-ce que je vois qu'on approche doucement de la fin du podcast. Est-ce que tu as envie de nous reparler un peu de Rolf là-dessus, et peut-être de nous parler un peu de cette de rentrer peut-être un peu plus dans le détail de l'anatomie de cette relation maître-disciple qui se met en place dans le bouquin, parce qu'elle est quand même assez évolutive, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, parce qu'en fait, ils vont s'influencer l'un l'autre. Ouais. Et il y a un rapport aussi, il y a un rapport à l'identité et au temps, que j'ai voulu faire évoluer, et sans trop en révéler. Alors, il y a des éléments qui, je pense, sont assez évidents et qui ne seront pas des twists, mais il y en a d'autres, j'espère surprendre le lecteur. Ouais. L'idée, tant qu'à chaque fois que si j'y arrive, je surprends le lecteur, ça reconditionne toute l'histoire avant et on peut la voir sous un autre angle. Ouais, il y a deux trois plot twists. Moi, j'ai quand même réussi à être surpris la deuxième fois que j'ai relu le livre. C'est-à-dire que en gros, j'avais oublié que c'était à ce moment-là qu'on avait une révélation sur la révélation sur la révélation. Parce qu'à un moment donné, ça se finit par s'imbriquer de façon extrêmement dense. Je dis pas que c'est sans précédent, mais c'est quand même pas fréquent dans la littérature. Donc, merci pour ce ressenti, parce que ça montre que l'effet a été produit. Et donc, et l'idée, c'est d'avoir un regard sur soi et le mentoring qu'on peut soi-même se générer. Je m'explique. Tout à l'heure, une de mes motivations principales, outre le caractère à la moralité, à la culpabilité, toutes ces choses-là, c'était de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis frustré de la quête légitime et louable des gens d'avoir un guide, mais de se rabattre sur quelqu'un qui est clinquant et qui envoie des punchlines sur YouTube, c'est triste.
aussi Je sympathique le prends que soient les gens. personnellement, hein, je me le prends personnellement. Rendez-vous non. devant la gare du Nord demain, je serai le mec qui fait des tractions. Non, mais c'est pas pour toi, c'est juste, c'est comme ça maintenant. Et donc, et l'idée, c'est de se dire, un peu comme, et Fight Club m'avait plu pour ça, tu as une référence supplémentaire, Oui, c'est vrai. avec Chuck Palahniuk et son concept d'existentialisme absurde, c'est de se dire, en fait, tu peux choisir, construire de toutes pièces, alors dans Fight Club c'est totalement inconscient, Ouais. construire de toutes pièces ton guide qui va te permettre de tirer en fait du marécage dans lequel tu t'es enfoncé, et dans la relation qu'il y a entre Rolf et l'auteur est de cette nature, c'est-à-dire ils choisissent de manière, j'essaie de pas trop en dire, c'est très difficile, donc je m'excuse d'avoir. Non, c'est vrai qu'on marche sur des œufs parce qu'il faudrait pas spoiler l'un des grands sujets enfin pas des grands sujets mais des grands. Bon, le meurtrier c'est Moss, le meurtrier c'est Moss Oh, Majorum. Dieu. Voilà, Mon c'est Dieu. un non. film. Arrêtez-le, Non. arrêtez-le. Ouais, c'est lui, avec le chandelier, je sais plus où là, dans le C'est un camping. cluedo chiant, le machin. Le générique est l'arme du crime, on le savait depuis le début. Moi, il y a un Non, truc mais sur en lequel fait- je voudrais vite fait Vas-y. revenir. En fait, je pense que tu as que partiellement raison sur les figures de youtubeurs. Parce qu'en fait, les gens sont coincés, si tu veux, entre des archétypes qui coexistent. Et j'avais vu une vidéo d'un Anglais qui avait essayé de catégoriser ça en 4 grandes catégories, mais je me souviens plus de ces 4 catégories. Mais au moins, en fait, il y a un choix qui est fait, c'est, on va dire, entre accompagner tes spectateurs dans ta compréhension et ton apprentissage de quelque chose, et être dans une position professorale, en fait. Et donc, si tu veux, tu as déjà une sorte de Ouais. split qui se fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu as des gens qui disent, voilà, moi, je vais tester avec vous quelque chose, je vais essayer d'apprendre quelque chose avec vous. Ouais, t'as la dynamique de l'élève et la dynamique du professeur, ça c'est un truc. Et voilà, qui est et vraiment de l'autre connu côté, tu as sur des YouTube, gars qui ouais. vont dire, ah non, mais moi, je suis là pour vous enseigner et tout ça. Et en fait, c'est très dur sur YouTube d'assumer cette position du professeur. Et je pense que c'est pour un peu dédramatiser ça d'un point de vue psychologique et peut-être aussi parce qu'en fait ça fait un peu peur, tu vois, enfin d'un point de vue C'est marrant parce que c'est ressenti, là où je suis pas d'accord moi. que les gens c'est là où je suis essayent pas de d'accord. surcharger avec de l'humour, avec des blagounettes, etc. Parce que c'est vrai que la position du professeur pur, elle est dure à assumer et elle peut passer pour chiante. Mais elle est dure à assumer parce que justement elle passe pour chiante parce que les gens ont pas envie quand ils sortent de l'école ou du travail de retrouver un petit chef ou un petit professeur devant eux. Donc c'est pour ça que même celui qui est dans le professorat, il doit comment dire entre guillemets donner des gages de fun. C'est-à-dire qu'il doit faire un montage marrant, mettre des mèmes marrants, mettre un truc un peu dynamique, faire un habillage qui marche bien, un titre putaclic. Enfin faut que tu apprennes des choses aux gens à leur corps défendant. C'est ça la difficulté de YouTube. Et après t'as plein de manières de le faire. Mais c'est vrai que la dynamique du prof, elle est plus difficile à enclencher sur le temps court parce qu'au début tu pars avec un désavantage, mais elle est plus forte sur le temps long parce que tu deviens une figure d'autorité, alors que la dynamique de l'élève elle est plus facile sur le temps bref au début parce qu'on dit lui il prend pas la tête, il est sympa, il est proche de nous, etc. Mais sur le temps long, en fait ça devient le gars c'est l'éternel élève qui tourne autour de son sujet sans jamais avoir acquis son expertise maximale dessus, alors qu'en fait mais il peut pas le dire parce que sinon il sort du truc, tu vois. Donc accompagner, se transmuter de élève à prof, c'est très très difficile, et l'inverse est carrément impossible. C'est-à-dire te passer de prof à élève, ça veut dire que tu aurais changé de dynamique sur la chaîne, enfin de sujet général sur ta chaîne. C'est-à-dire que si demain je décidais de faire une chaîne sur la peinture, je pourrais faire ça, mais il faudrait que j'arrête la littérature. Je peux pas dire pendant des années je vous explique la littérature et après finalement je vais découvrir la littérature avec vous, même si il y a un peu de ça quand même parce que j'ai découvert plein d'auteurs depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, tu vois. J'entends tout à fait. Après, moi, mon approche de vieux, donc fin génération X, pas boomer, je précise pour l'auditoire. Il y a c'est pareil, tu sais, dès que t'es né avant Mitterrand, si tu veux, terrible. Avant sa date de naissance à lui. Et donc, moi, par exemple, si je devais me retrouver 30 ans plus tôt et avoir 17 ans et être sur YouTube, j'espère que j'aurai la présence d'esprit peut-être d'essayer de me nourrir de débats de gentlemen et d'intellectuels. Et donc, par exemple, moi j'avais vu un débat Richard Dawkins, Jordan Peterson. On n'aime pas les deux. Je voulais en parler justement de Peterson parce que je sais que toi et moi on n'est pas vraiment, enfin c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on met pas le curseur au même niveau entre les Exactement. deux. Parce que moi Peterson je trouve pas du tout que ce soit un gentleman, hein. Je trouve que c'est justement un peu une racaille qui s'habille en gentleman si tu veux. Je dis pas que c'est une racaille
pur et dur, et il a pas une sacoche et il dit pas du shit, tu vois. Mais quand même, c'est pas, je trouve pas que ce soit un gentleman. Je trouve pas qu'il a cet ethos-là. Moi, je sens quand même une grande brutalité chez Peterson. Alors maintenant, je trouve que c'est vraiment le cas. Je suis d'accord avec toi. Surtout, il fait plein de trucs où je ne me retrouve pas. Mais en fait, pendant longtemps, il animait beaucoup de podcasts et il invitait des gens vraiment très différents et parfois du bord d'en face. Ouais. Et ils arrivaient à discuter entre gentlemen. Ouais, d'accord. Et surtout, ils étaient des mines de référence mutuelles. Oui, d'accord. Donc on trouvait des bouquins, on trouvait pas mal de choses, on trouvait des auteurs qu'on connaissait pas. Et en fait, c'était vraiment, selon moi, des guides. En fait, ils nous donnaient ce qu'ils pensaient, ils donnaient des ouvertures, ils transmettaient leurs références. Et donc c'était très très formateur. Et là, on pouvait faire son cherry picking et après se dire tiens, c'est marrant, cet argument je le prends, cet argument je le prends pas, et ça donnait de la nuance. Ouais. Maintenant, quand je compare ça à des gens dont je suis la première personne à écouter les vidéos en marrant, je me dis aussi, quand j'entends autour de moi des gens répéter ce qu'ils disent Ouais, ça, c'est un truc très puissant, et se l'approprier, et je me dis ah non, là c'est dangereux parce que il y a pas de nuance, c'est caricatural, et en fait ça fait un gamin de 20 ans qui pense savoir quelque chose, il a pas de profondeur, et c'est triste. Après, encore une fois, ça a toujours existé. Je veux dire, des gens qui répétaient mot pour mot les éditos de l'Humanité ou les éditos du Mercure de France ou ce que le héros du village avait clamé sur la place publique le matin, t'en as toujours eu dans l'histoire de l'Humanité. Je veux dire, la plupart des gens ne sont que des figurines animés qui n'ont pas de réflexion propre. Il faut, et comme dirait la fameuse phrase d'Onfray, faut pas s'essayer à la pensée, c'est pas fait pour eux. Non, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que s'accomplir, ça prend une vie. Oui, je suis d'accord. Et ce qui me fait peine, moi, c'est que quand moi, ce que je fais, c'est que si quelqu'un se pointe en me disant, si tu votes pas ça, t'es pas un mec, si tu pries pas comme ça, t'es pas un catholique, si tu crois pas, t'as pas la foi, c'est au bûcher. Alors, parfois, je me dis, c'est son business, c'est normal qu'il dise ça, ça fait partie de son marketing. Mais intérieurement, je me dis, par rapport aux géants qui nous nourrissent, je me dis, en fait, gars, tu t'es coincé tout seul. Tu iras pas plus loin. Donc, moi, tu es récréatif, mais tu te considères en penseur. Malheureusement, t'es à la tête imbriqué dans ton plafond de verre, et c'est triste. Ouais, et c'est triste. Mais ça, si tu veux, c'est parce que tu mesures pas une dynamique qui est la dynamique de Internet n'oublie rien, Internet oublie tout. Au sens où tu peux toujours retrouver une information sur Internet qui date d'il y a des années et des années et des années, et en même temps, les gens peuvent se faire oublier très très vite. C'est-à-dire que t'as d'ailleurs, on l'a vu des influenceurs qui étaient sur une ligne, ils ont complètement changé de ligne après, et en fait, ils ont très bien réussi leur transition, et personne vient leur reprocher aujourd'hui, à moins d'être vraiment le nerd ultime qui se souvient de trucs. Parce D'accord. Que, le temps est ultra rapide sur Internet. Enfin, tout est fulgurant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a 3, 4, 5 ans, les gens s'en souviennent plus, tu vois. Genre, si tu parles aujourd'hui aux gens des méta YouTube, par exemple, ou des méta des réseaux sociaux d'il y a 5, 7 ans, si tu leur parles de trucs comme des hand spinners, des YouTube poop ou je sais pas, ou les pranks ça tourne mal, si tu veux, c'est des trucs qui ne marchent plus aujourd'hui. Ça n'amène plus de trafic, ça fait plus cliquer les gens, ils comprennent même plus la référence qui est derrière, qui est liée à ça. Alors quand on parle de choses plus subtiles comme une ligne éditoriale ou un positionnement idéologique, politique, religieux, etc., pour le coup, en fait c'est encore plus fort. Donc les gens peuvent totalement avoir changé, et quelque part c'est bien, parce que ça veut dire que ça leur laisse la possibilité d'évoluer. Après, le public, est-ce qu'il est débile ? Oui, le public je veux dire, qui répète bêtement, est-ce qu'il est débile ? Oui, mais en fait, si tu veux, faut bien voir que toi tu vois toujours les plus gros débiles qui s'expriment, et eux c'est toujours la tranche des plus inexpérimentés et des plus bas cuits, si tu veux. Les gens qui étaient sauvables, même s'ils ont été bêtes il y a quelques années, ils sont peut-être un peu montés depuis, ou même beaucoup montés, peut-être qu'ils ont eu une révélation, tu vois. Faut pas c'est sûr non plus dans l'humanité complètement. Non mais moi le message que je veux dire, c'est il faut être hyper exigeant avec ses maîtres. Ouais. Et donc plutôt que de prendre une figure iconique qui est très sympa, soyez exigeant. C'est comme si on veut s'essayer à la littérature, faut directement affronter les géants. On va se prendre des claques, mais on va directement affronter les géants. Je suis très d'accord avec ça. Et donc c'est pareil, on veut s'éduquer, on veut se dire je veux avoir une pensée profonde sur tel ou tel sujet, ou j'ai envie de me réaliser sur tel et tel point. On prend les meilleurs du monde. C'est pour ça que les gamins, en fait, ce désir et ce sens, ils transpirent des gens. C'est pour ça que les gamins, ils prennent les maillots Michael Jordan et ils prennent pas le maillot d'un gars de l'équipe de France, en fait. Tout à fait. Ils prennent l'absolu
représentation ultime et en fait certains d'entre eux vont accepter de faire le travail pour continuer sur l'analogie avec le sportif, les plus grands sportifs de l'histoire, et certains d'entre eux vont peut-être faire le sacrifice ultime d'une vie de travail pour être un expert de son art en fait. Et là, on se réalise soi-même. Mais il faut être exigeant. Donc, au lieu d'admirer un pimpin sur un terrain de basket local, quand on joue au basket, on admire ou Michael Jordan ou je sais pas quoi, et on s'en inspire, et on trouve son style après avoir imité les fondamentaux en fait. C'est exactement ce que disait Oscar Wilde quand il disait il faut toujours viser la lune parce qu'au pire on finira dans les étoiles. Exact. Et c'est très très juste. Maus, est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure cette conclusion me plaît beaucoup parce que c'est vraiment la raison d'être de Karma en fait. Enfin, littéralement. Genre, si on va chercher des mecs comme Sowell, comme Scruton, comme Dalrymple, etc., c'est précisément parce que on a besoin de ramener les joueurs de première division et de mettre vraiment la barre super haut. Et je veux dire, moi j'avoue que j'en ai un peu marre. Ça m'arrive de lire des trucs très bien au passage, mais j'en ai un peu marre en fait de voir des espèces d'auteurs français de troisième zone qui pompent des trucs américains en les réécrivant mais pas bien, et qui après font semblant qu'ils ont découvert une grande pensée alors qu'ils ont en gros recyclé un bouquin des années 90 et encore pas très bien. Bon, donc ça c'est vraiment insupportable, et je suis pas tout seul à faire ce travail un peu de ramener des gens. Là j'ai lu dernièrement le livre de Samuel Fitoussi, Pourquoi les intellectuels se trompent. Et je l'ai trouvé très bien, honnêtement, parce qu'en fait, il fait typiquement ce qui manque un peu en France, une sorte de condensé de la pensée de quelques grands penseurs. Alors, il y a Scruton et Sowell dans la liste, mais il y en a d'autres. Il aime bien Pinker, par exemple, enfin voilà. Sur la thématique de, en gros, pourquoi les intellectuels peuvent parfois se retrouver en conflit d'intérêts entre leur position sociale et leur position intellectuelle. Et pourquoi, du coup, parfois, ils vont choisir par conformisme social, des positions qui sont débiles intellectuellement. Bon, ouais, bien sûr. Donc, en tout cas, tout ça pour dire, allez chercher des textes d'auteurs de premier plan. À Carmin, on a édité que ça. Pour l'instant, je pense que je ne m'avance pas en disant que c'est un sans faute. On a appris que des mecs qui sont top niveau. Et on va continuer. C'est un sans faute. On va continuer. C'est un sans faute. Ouais, bah écoute, bravo, parce que effectivement c'est la logique, mais je suis pour ça que ça me plaisait aussi cette conclusion, c'est que c'est la logique aussi à la Giberne. Alors nous, c'est pas d'aller chercher à l'étranger les grands noms, même si c'est une très bonne démarche, parce qu'effectivement la France a toujours une espèce de tropisme, on croit toujours qu'on est supérieur intellectuellement aux gens, parce que on l'a été pas au 19e siècle, et donc on pense qu'on n'a rien à apprendre du monde anglo-saxon, ce qui est complètement faux. Il y a beaucoup de choses dans le monde des idées très intéressantes. Nous, on essaie de remonter une équipe A de la littérature en France, et Dieu sait qu'elle en a besoin, et avec la collection Héritage, on essaiera d'aller chercher des grands noms oubliés ou injustement traités, pas qu'en France. On ira aussi chercher des gens dans le monde anglo-saxon, dans le monde allemand, dans le monde italien, dans le monde russe. On ira chercher partout. On ira là où il faut pour trouver les gens bien. Donc voilà, je pense que c'est une excellente conclusion. Vous avez les liens vers Carmin, les liens vers la Giberne dans la description si vous regardez ce podcast sur YouTube. Sinon, www.carmin, www.lagiberne, hein, c'est pas bien compliqué. Et peut-être un petit mot de la fin, très brièvement, pour encourager les gens à acheter Rolf. Je te laisse carte blanche. Cet été, ça va saigner. Bon, très bien. En gros, est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est pour encourager les gens? On ne sait pas, tu vois. Est-ce que tu vas venir les détrousser, les gens qui veulent pas acheter le bouquin? Non, le message de la fin, c'est lisez Rolf, et le message de fond devrait vous montrer vers qui vous devez poser les yeux pour choisir votre guide en fait. Et normalement, tout est dans le livre. Ouais. Et la réponse, elle est toute bête. Donc voilà. Choisissez vos modèles. Et choisissez bien. Choisissez vos modèles et soyez exigeants. Ouais, c'est parfait. Maus, est-ce qu'on est bon? Eh bah, à la semaine prochaine. Voilà. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.